Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle émission thématique au cours de laquelle nous recevons Louis Gauthier. Louis Gauthier, bonjour. Bonjour. Et avec vous, nous allons nous interroger sur le Sahel, mais auparavant, j'aurais rappelé que cette émission thématique, comme toutes les émissions thématiques, bénéficie du soutien de la compagnie d'assurance MMA, qui non seulement contribue à son financement, mais contribue aussi à son rayonnement en faisant connaître nos programmes, aussi bien à ses agents que à sa clientèle. Et nous sommes aussi soutenus par nos auditeurs que nous allons remercier, en tout cas certains d'entre eux. Et pour ma part, je remercie Catherine Volpillac, Nicolas Robin, Régine Maillot, Michel Varlamov et Florent Varin. Béatrice Gibelin. Il me revient de remercier Vincent Bongard, Thierry Vernier, Félix Legendre, Isabelle Lefebvre et André Lacoste. Louis Gauthier. Il me revient de remercier Vincent Montrieux, Bernard Linet, Guy Pellier, Paul-Olivier Reynaud-Lacrosse, Thierry Michel. Nicole Nisotto. Tous nos remerciements à Oriane Laviec, Philippe Dubeau, Serge Boisvert, Xavier Broca et Catherine Crost. François Bujon de l'Étang. Et pour ma part, je remercie Sarah Pro, Sébastien Clar, François Borelli, Hélène Baticle et Richard Hull. Voilà, vous aurez remarqué que Nicole Nisotto et François Bujon de l'Étang pourraient chanter Sarastro, mais je sais qu'ils ont l'intention de s'en abstenir, car comme disent les Anglais, un gentleman est quelqu'un qui sait jouer de la cornemuse, mais qui s'en abstient. Nous allons maintenant en venir à notre sujet, je l'ai dit, c'est le Sahel. Avec vous, Louis Gauthier, vous êtes conseiller maître à la Cour des comptes, vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne et directeur de la chaire Grands enjeux stratégiques contemporains et ancien secrétaire général de la Défense nationale. Nous vous recevons pour essayer d'éclairer cette situation du Sahel, qui est une région marquée par un récent regain de violence. Le Sahel méridional, celui qui se situe au sud du Sahara, est une immense bande de terre aride s'étendant de l'océan Atlantique à la mer Rouge qui traverse peu ou prou la Mauritanie, le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Tchad, le Soudan et l'Érythrée. C'est une des régions les plus pauvres du monde et elle est peuplée par une mosaïque d'ethnies. Au Mali, les massacres à caractère communautaire se multiplient dans un contexte de déflagration territoriale. Les groupes armés profitent du vide laissé par l'État et de l'incapacité du président Ibrahim Boubacar Keïta, réélu en 2018, à rétablir la sécurité et le développement dans son pays. Dans sa résolution 24-23, le Conseil de sécurité de l'ONU avait jugé nécessaire en 2018 de renouveler le mandat de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, la MINUSMA. Le Mali n'est pas le seul pays du Sahel en proie à la violence. 28 soldats nigériens ont été tués en mai dernier dans une embuscade tendue par des terroristes. Face à cela, la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad se sont rassemblés en 2014 dans un G5S et s'efforcent de lier étroitement développement économique et sécurité, tout en impliquant les autres États du Sahel, directement menacés par les différentes organisations djihadistes de la région, car les groupes islamistes du Sahel migrent vers le sud, noyautant de plus en plus le Burkina Faso et les États côtiers pour ouvrir de nouveaux fronts. L'enlèvement le 1er mai 2019 d'un couple de Français dans une réserve animalière au nord du Bénin avait été un signal d'alarme. La France, avec l'opération Barkhane, combat les djihadistes au Sahel. Depuis bientôt 5 ans, les soldats français traquent les troupes terroristes affiliées à l'organisation État islamique dans le Grand Sahara et à Al-Qaïda au Maghreb islamique, sur un territoire sahélien vaste comme l'Europe où, malgré leurs efforts, les djihadistes continuent de prospérer. Au cours des 3 opérations menées dans la région, 28 militaires français ont perdu la vie. Louis Gauthier, nous aimerions voir avec vous si le ou les conflits dans lesquels notre pays est engagé risquent l'enlisement, si les pays du G5S ont les moyens de leurs ambitions affichées, ou encore ce que l'on peut attendre des autres pays occidentaux dans cette région explosive, mais selon une tradition bien établie dans les émissions thématiques,
Nous proposons, vous décidez, c'est-à-dire que vous pouvez aussi commencer par répondre à une question qui ne vous a pas encore été posée. Louis Gauthier. Non, je vais être aimable, je vais répondre à une question qui a été posée, qui est celle de l'enlisement. Parce qu'effectivement, ce conflit débute en 2012, 5e rébellion Touareg, avec des éléments que vous avez cités, notamment de mouvements djihadistes. La France intervient avec l'opération Serval en 2013, et aujourd'hui on est en 2019. Et on voit que l'instabilité demeure dans ce pays, au Mali, dans la zone centrale. Il y a eu une sorte de contamination avec des effets sur d'autres pays de la région, déportés vers le Niger, vers le Burkina Faso, des affrontements ethniques avec des massacres récents que vous avez cités visant soit les Dogons, soit les Peuls. Donc il y a une interrogation sur l'enlisement, et certains font la comparaison avec l'Afghanistan, avec ce que les Américains ont vécu pour 14 ans après de présence militaire, finalement se retirer dans des conditions qui ne montrent pas qu'ils ont réussi sur tous leurs objectifs. Alors je vais dire que cette question de l'enlisement, en réalité, il faut la mettre dans la perspective de l'issue politique, de la paix que l'on recherche. Quand je regarde le temps de présence des Européens sur les conflits des Balkans, le Kosovo, nous sommes restés longtemps, mais nous sommes parvenus à trouver des débouchés politiques à la situation. Pourquoi ? Parce que c'était, je dirais, à la portée de ce que l'Europe, fortement engagée, pouvait faire, en incorporant un certain nombre de pays dans l'Union européenne, en participant à des opérations de coopération, de stabilisation. Donc la question, elle est celle-là. Si on reste au Mali, c'est parce qu'il y a une perspective de poursuivre par des présences militaires, mais évidemment, je dirais, le règlement du conflit n'est pas un règlement purement sécuritaire, il est évidemment un règlement politique. Et donc, qu'est-ce que nous pouvons offrir ? On comprend que l'Europe avait offrir quelque chose d'assez simple à d'autres Européens dans les Balkans. Qu'est-ce qu'on peut contribuer ou permettre d'offrir à des États africains à qui il revient d'abord à eux-mêmes de trouver, d'abord au Mali, dans les réconciliations communautaires, dans le règlement de la problématique du poids de l'islam désormais dans le débat politique, mais aussi dans l'ensemble des autres pays, de trouver des stabilisations. Dans un livre qui est maintenant ancien, en 2006, face à la guerre, j'avais essayé en regardant un peu ce qui était en train de se passer dans ce monde post-guerre froide, j'avais élaboré un concept qui était celui des guerres en grappe, qui concernait le Caucase, les Balkans, les Grands Lacs, qui peut aujourd'hui concerner cette bande sahélo-saharienne, de manière un peu différente, étant donné l'implication de grandes puissances régionales, ce que l'on retrouve dans la zone syro-irakienne, Liban. Donc pourquoi il y a des zones de conflit où on voit que le conflit perdure en migrant un peu géographiquement. Et donc, la réponse que j'avais apportée par rapport le diagnostic qu'avait fait Raymond Aron, vous savez, sur les guerres du XXe siècle. Il avait parlé des guerres en chaîne. Et en fait, c'était les conditions de la paix qui étaient à l'origine du déclenchement des conflits futurs. Là, c'est l'impossibilité de la paix. Pour reprendre encore une formule de Aron, vous savez, sur la guerre froide, guerre improbable, paix impossible, dans ces pays, la guerre est probable. La guerre est probable, elle est possible parce que, au fond, on est dans des conflits qui ne menacent pas la sécurité internationale. Donc, ce sont des conflits qui sont violents, qui ont évidemment des conséquences majeures, mais qui ne changent pas l'évolution du commerce international, qui ne touchent pas à la stabilité internationale. Ça, c'est une des premières raisons. Et enfin, parce que ce sont des conflits qui sont évidemment multifactoriels, où se mêlent à la fois des problèmes ethniques, la faillite des États, la difficulté d'États qui ont hérité de frontières coloniales à s'être suffisamment consolidés pour gérer de l'intérieur l'état de droit, la stabilité. Ce sont des États qui sont souvent confrontés à des problèmes de corruption, de brigandage, de trafic. Le Mali a toujours été une zone de trafic. Avant qu'on aborde la question sécuritaire sous l'angle du djihadisme, quand on pensait au Mali, on pensait notamment ce qu'il y avait au problème du trafic de drogue. Trafic de drogue, trafic d'armes, etc. Donc, on voit bien que tous ces ingrédients rendent évidemment les solutions extrêmement difficiles. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé entre le premier conflit tel qu'il est engagé en 2012, la crise libyenne,
la possibilité avec le débandage des troupes touaregs qui étaient du côté de Kadhafi, qui sont partis en emportant des stocks d'armes, la réunion de mouvements irrédentistes de l'Azawad avec des mouvements que vous avez cités qui sont plus d'inspiration djihadiste, AQMI, Moudjouao, et pour les mouvements de libération MNLA et Ansardine. Là, vous avez eu une action paramilitaire classique. D'abord, de tentatives de libération de l'Azawad pour obtenir l'indépendance de cette région, puis ensuite une descente vers le sud, que la France bloque en empêchant que Bamako tombe. Et puis, à partir de là, un changement de la stratégie des djihadistes, qui sont quand même très largement défaits par l'opération Serval, par aussi l'action permanente des forces spéciales dans la zone nord, notamment dans l'opération Sabre. La volonté de la France, justement, dans une logique de non-enlisement, de passer à une autre dimension militaire, avec l'opération Barkhane, qui se veut une opération de stabilisation, qui contient, qui envisage quand même le maintien de la pression essentiellement contre les djihadistes, et qui confie à d'autres, notamment à la MINUSMA, aux armées maliennes, la responsabilité de stabiliser l'ensemble du pays et de procéder à une reconquête progressive. Bon. Alors pourquoi ça n'a pas finalement marché, cette idée que la France contenait essentiellement les risques d'incursion, de poussée de Katiba ou de mouvements paramilitaires, confiant aux 12 000 hommes de la MINUSMA, qui sont aujourd'hui 15 000 si on ajoute les policiers, le soin de stabiliser, d'apporter de la sécurité, de permettre à l'armée malienne de reconquérir d'une certaine manière et aux forces de police maliennes de reconquérir le territoire. Pourquoi ça n'a pas marché ? Parce qu'il y a eu un changement de stratégie aussi dans ces mouvements. Et ces mouvements ont soit joué non plus de l'attaque frontale, mais plutôt du harcèlement. Vous avez cité les enlèvements, on peut citer les attentats suicides. Et puis aussi, on commençait à comprendre que de la même manière que la coalition entre les aspirations irrédentistes touareg avait favorisé l'expansion du djihad, a joué des oppositions ethniques entre Dogon, Peul, Bambara, et en instrumentalisant des micro-conflits locaux, des tensions qui sont quelquefois simplement économiques, entre des communautés qui, pour les unes, sont des communautés nomades, pour les autres, sont des communautés plutôt sédentaires, en les instrumentalisant, de parvenir à créer une insécurité qui se trouve maintenant au cœur du Mali et qui déborde vers les autres pays. C'est vrai qu'on a on a une géographie qui est la géographie des États, mais qui est aussi la géographie des populations. Bon, les populations touareg, elles sont dispersées sur plusieurs pays. Les populations Peul, qui sont aussi des peuples nomades de bergers, migrent vers le Burkina Faso. Et donc, il faut bien comprendre que là où dans un premier temps, pour éviter l'enlisement, on a dit on change et on confie à la communauté internationale, on confie à une communauté des autres États le soin aussi de participer, de trouver des solutions africaines à la stabilisation. Il y avait aussi une solution politique qui était en perspective, qui était l'élection présidentielle de 2018 que vous avez citée et qui amène la réélection d'Ibeka. Et je dirais que c'est un peu la réélection de Karzai. De la même manière qu'on se dit qu'à travers cette réélection, on va obtenir peut-être, à partir de la reconfirmation d'un pouvoir politique, le début d'une solution interne, on s'aperçoit qu'en réalité, la réélection se fait sur, je ne vais pas dire le plus petit commun dénominateur, mais celui qui apparaît comme un facteur neutre, permettant des compromis, mais ne permettant pas finalement des négociations et des accords politiques. Et nous avons donc deux pannes: l'absence de solution politique interne, l'absence de médiation internationale, notamment le respect des accords d'Alger. Le risque quand même, ce qui fait aussi que ces conflits perdurent, c'est les instrumentalisations par d'autres pays qui préfèrent voir figer sur un foyer localisé des problématiques qu'ils auraient chez eux. On comprend bien que pour l'Algérie, se dire qu'au fond, la poussée islamiste se fait vers son sud, lui évite d'avoir à se confronter à des éléments qui pourraient être perturbateurs de sa vie politique. Donc, je suis désolé, c'est évidemment une présentation qui fait apparaître toute la complexité de ce conflit, et évidemment toute la difficulté de trouver des solutions politiques et la paix.
Béatrice Gibelin. Après cet exposé très clair de la complexité, il y a quand même une question qui se pose. Est-ce qu'il faut continuer, pour l'armée française, à rester très impliquée dans l'opération Barkhane ? Vous l'avez rappelé, il y a aujourd'hui 4500 hommes, sans compter quand même aussi toute une logistique et autres, qui doit intervenir sur un territoire immense, parce qu'on est sorti du seul Mali. C'est-à-dire que l'opération de départ pour laquelle on s'est engagé en 2013, comme vous l'avez rappelé, est aujourd'hui d'une toute autre nature. On est intervenu au Tchad à la demande d'Idriss Déby contre des rebelles tchadiens. Donc, on est sur une limite de dire, mais est-ce qu'on intervient dans des conflits internes au Tchad ? Alors, on a l'argument de dire, ah oui, mais ça venait de la Libye, alors ça devient de l'extérieur. Donc, on a le droit, et c'est à la demande d'un chef d'État. Donc, on est dans la loi, donc on peut y aller, ce qui est quand même un peu limite. On voit qu'on a une situation au Niger qui est un État extrêmement fragile, avec du coup maintenant des frontières qui sont beaucoup plus contrôlées, ce qui fait qu'il y avait une sorte d'économie qui permettait à une population en grande difficulté quand même de trouver le moyen de bricoler, si j'ose dire, dans un petit trafic, pas forcément les grands trafics d'armes ou de drogue, mais enfin, une frontière, on sait bien comment ça fonctionne, hein, ça permet de faire des petits profits de part et d'autre. Aujourd'hui, c'est devenu extrêmement difficile. Un Burkina Faso qui était tranquille, dont on voit vraiment qu'il est en train d'être très fortement déstabilisé. On n'a pas évoqué la Côte d'Ivoire, mais on a eu aussi des attentats en Côte d'Ivoire. Alors, on a envie de se dire, mais attendez, est-ce qu'on fait pas pire que mieux, là, maintenant, d'y rester ? Qu'est-ce qu'on peut attendre dans le même temps où on dit, les djihadistes sont des terroristes, donc, comme c'est des terroristes, on négocie pas, on peut pas aller négocier avec des terroristes. Moi, je me demande si, maintenant, la présence française va vers une stabilisation possible, va vers une sortie de conflit politique, alors qu'une partie de la population commence à trouver que les Français sont là depuis bien longtemps et que bientôt, on va dire qu'on est une armée d'occupation. Louis Gauthier. Alors, je réponds peut-être en deux temps. Oui, il y a le risque, c'est vrai, pour la France, d'apparaître, certains le disent, comme une puissance qui mènerait là un jeu post-colonial, et donc de se retrouver dans une situation plus difficile encore. C'est vrai. Mais en même temps, si la France s'en va, tout ce qui a été construit comme architecture, d'implication internationale, d'implication des pays africains, notamment du G5, d'implication de nos partenaires européens, d'une certaine manière tombe. Et la sécurité, bien sûr que la solution n'est pas militaire, mais la sécurité est l'élément de base pour permettre à d'autres programmes, des programmes de coopération, des programmes européens, des programmes internationaux dans d'autres domaines, de participer à la stabilisation de ce pays. Donc il y a une première question pour nous qui est celle de la responsabilité. Alors on ne doit pas tout assumer, ça c'est clair. On ne doit pas tout assumer. Puis il y a quelque chose, il se trouve que le président de la République m'avait confié un rapport sur la défense européenne. C'est vrai qu'on ne peut pas être tout seul dans cette affaire-là. La France n'a pas vocation à être la nation cadre ou la nation mercenaire de tous les conflits extérieurs que les Européens nous voient. Voilà. Alors, ils participent, ils coopèrent un peu, ils nous amènent quelques éléments, mais en même temps, ils nous laissent faire. Voilà, ce sont de vraies questions. Et la réponse, elle est dans ce que je disais dans mon intervention liminaire. Quelles sont les solutions politiques ? Donc, pour bâtir les solutions politiques, il faut quelque part comprendre que justement, la France, elle n'est pas là de façon éternelle. Parce qu'en réalité, il faut faire ressentir le risque du manque de France. Mais évidemment, si elle s'en va, c'est l'anarchie. Vous évoquiez le Burkina Faso. Pourquoi le Burkina Faso est en particulier ciblé ? Parce que c'est un pays qui a beaucoup contribué à travers du G5 à cette lutte contre le djihad. Exactement. Donc il faut pas être dupe de l'instrumentalisation qui est faite au plan politique pour critiquer l'intervention française et déstabiliser ou fragiliser des pays qui notamment l'ont appuyé au travers de la coopération dans le G5. Donc je pense que vous avez raison de dire la solution n'est pas militaire, notre présence n'est pas éternelle,
Et il faut commencer à essayer de réouvrir des solutions politiques, notamment avec les acteurs maliens, qui montrent que notre présence est conditionnée par la réalisation ou par un certain nombre de progrès dans la réconciliation interne à ce pays et dans l'accord international. Et donc, nous avions d'une certaine manière, nous pensions que l'élection présidentielle de 2018 allait être justement l'occasion de rebattre les cartes et de reposer la question. Alors, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Donc, de nouveau, on est confronté à quelle est la conférence de réconciliation possible au Mali. Et avec qui on accepte de parler. Mais ce n'est pas d'abord nous. Ce sont les autorités maliennes et comment ils sont en situation de parler aux uns et aux autres pour temporiser d'abord, pour réduire le niveau de la violence ethnique, ce qui implique le désarmement de milices, ce qui implique beaucoup de choses, bien sûr. Et donc, voilà, sans un horizon politique, c'est évidemment une impasse. François Bujon de l'Étang. C'est une affaire dont vous avez dit toute la... Je m'excuse d'abord pour ma voix qui n'est pas celle de Tino Rossi aujourd'hui, mais elle ne l'est pas en temps normal, mais elle l'est encore moins aujourd'hui quand même. Vous avez très bien montré toute la complexité de cette affaire. Il y a des facteurs endogènes et des facteurs exogènes, et c'est ça que je voudrais essayer d'analyser avec vous. La poussée djihadiste dont on parle, elle est analysée, elle est bien analysée. C'est vrai qu'il y a des pays environnants qui s'en satisfont finalement. Elle est une des conséquences de la décomposition de la Libye et de l'anarchie qui règne dans le sud libyen, du flot d'armes, de combattants et tout ce que vous voudrez. C'est ce que j'appellerais le facteur exogène au fond. Mais le facteur endogène, c'est la faiblesse profonde des États sahéliens. Et la situation à laquelle nous avons à faire face, elle est celle-là aussi. Comment consolider des États qui n'en sont pas et qui se révèlent à peu près incapables, malgré l'importation de processus constitutionnels importés d'Occident, malgré la reconstruction d'une armée que nous aidons à se reconstruire. Ce sont des États qui sont incapables de se tenir tout seuls. Et dans la contagion à laquelle nous assistons pour l'instant dans les pays voisins du Mali, et la poussée vers le golfe de Guinée, parce que tout ceci descend lentement vers la mer, ce qui est un sujet d'inquiétude profond. La Côte d'Ivoire, le Togo, le Ghana, le Bénin sont tous menacés par la poussée en question. Quelle est la part de problèmes chroniques de solidité de ces États ? Et quelle est la part de la poussée djihadiste que l'on peut s'efforcer d'endiguer ? C'est une première question que je voudrais vous poser. Et elle mène inévitablement un retour au parallèle avec l'Afghanistan, parce qu'il y a beaucoup de points communs quand même entre les deux. Vous avez dit vous-même d'ailleurs que la réélection d'Ibrahim Boubacar Keïta rappelait la réélection de Karzai. C'est vrai, je crois que c'est une très bonne analogie. Mais c'est la même chose. Et les Américains, qui avaient finalement 10 ans d'avance sur nous en Afghanistan par rapport au point où nous en sommes au Sahel aujourd'hui, au bout de 15 ans, s'aperçoivent qu'ils vont s'en aller et qu'il va falloir, bien entendu, négocier avec quelqu'un. C'est eux qui négocient avec les talibans. Ce n'est pas le gouvernement de Kaboul, n'est-ce pas ? Et nous, qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce que nous avons des interlocuteurs ? Est-ce que nous pouvons vraiment nous en remettre aux Maliens pour négocier avec leurs rebelles ? Ou est-ce qu'il va falloir que nous acceptions de négocier avec quelqu'un ? Sur ces deux questions, Louis Gauthier. Un premier constat, c'est que ce que vous appelez un facteur exogène, la poussée islamiste, à travers les mouvements djihadistes de départ venant du Nord, a quand même eu une influence d'instrumentalisation. Bien sûr. À la fois d'autres mouvements qui avaient, eux, une base plus ethnique. Et donc, ça devient quelque part un facteur commun. Pourquoi ? Parce qu'on est quand même dans un cadre où on voit aussi que le débat sur l'islam à l'intérieur de la société malienne est devenu un problème de tension interne entre un islam wahhabite et puis l'islam des marabouts. Et donc, cette réconciliation, elle est difficile parce que la question du change de la politisation du débat
débat religieux est évidemment quelque chose dont on trouve pas, dont on ne peut pas trouver, nous, la solution. Il n'appartient pas à la France de régler cette question. Donc on le voit bien quand on voit par exemple toute l'influence d'un Mahmoud Dicko, président du Haut Conseil islamiste, par rapport à d'autres chefs religieux qui ont une autre vision. Donc je pense que vraiment sur ces sujets, il appartient aux Maliens de trouver les réponses de ce débat qui est particulièrement difficile entre une société qui est une société politique séculière au départ. Mali est un État laïque et ce risque de confessionnalisation du débat politique qui rajoute une difficulté de plus. Donc dans votre approche exogène, endogène, non, parce que désormais il y a une mutation je dirais, de l'islam et de l'adhésion d'un certain nombre de populations à un islam qui est un islam peut-être d'importation, wahhabite, etc., mais qui contribue à la tension du débat politique interne malien. Nicole Nisotto. Oui, on a l'impression que la France... Pardon, je m'excuse aussi, parce que j'ai exactement par solidarité avec François Bujon de Letton... Je suis très sensible à cette solidarité. J'ai beaucoup plus tendance à ressembler à Tino Rossi que d'habitude, justement. On a l'impression que la France est victime de ces contradictions propres aujourd'hui aux conflits modernes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas des conflits interétatiques classiques où l'un attaque l'autre et on intervient pour remettre l'autre dans son territoire, mais des conflits très complexes. Et comme les Américains, les Français ont eu tendance depuis 10-15 ans, à privilégier l'intervention militaire comme solution de conflits politiques complexes. Et évidemment, ça ne marche pas. Quand on fait la liste, le bilan de toutes les interventions militaires extérieures depuis 91, la Somalie, ça ne marche pas. Il y en a peut-être qu'une seule qui a marché, c'était la guerre d'Irak, la première guerre d'Irak de 91. Donc la France se retrouve piégée par cette survalorisation de l'intervention militaire comme solution de crise extérieure et même comme solution du terrorisme. Et donc, à partir de ça, moi, je voudrais quand même revenir sur les sorties de crise. Je suis complètement d'accord pour dire que la solution politique, elle appartient aux acteurs locaux. Mais quand même, il faut aider ces acteurs locaux à aller vers un dialogue politique et une réconciliation. Et il me semble qu'il y a deux voies qu'on n'a pas explorées. La première voie, c'est celle de la conditionnalité de notre aide. Parce que depuis que ce conflit a commencé, et même bien avant, on a aidé ces États, le Mali notamment, le Niger, sans aucune conditionnalité, sans faire la moindre pression pour que ces États, qui sont des États corrompus, dictatoriaux, inégalitaires, mal aimés par une partie de leur population, pour que ces États se réforment et deviennent un tout petit peu plus ouverts au dialogue avec une opposition. Je vois par exemple l'aide européenne. Quand même, c'est pas rien. Dans le budget 2014-2020, 8 milliards d'euros pour les pays du G5 Sahel. 8 milliards d'euros sans aucune conditionnalité politique, juste pour les tenir à bout de bras. 100 millions d'euros pour la force militaire du G5 Sahel par an. Donc, je me demande si on n'est pas aussi un peu responsable. Et on nous déteste aussi parce qu'on conforte des régimes qui ne sont pas des régimes capables de faire justement du dialogue politique. Et la conditionnalité de notre aide, en particulier de notre aide économique et notre aide de développement, à mon avis, devrait être un moyen de pression pour ces régimes, non seulement pour qu'ils dialoguent, mais aussi pour qu'ils se réforment. Et la deuxième solution, bien sûr, c'est le dialogue. Avec toutes les parties, et évidemment la question qui se pose avec les groupes terroristes. Une ONG qui n'est pas connue pour son caractère gauchiste ou irréel, qui est l'International Crisis Group, qui est une des ONG les plus respectées sur la scène internationale parce qu'ils ont des gens sur le terrain, depuis à peu près un an, dit qu'il faut absolument entamer un dialogue avec les groupes terroristes, en tout cas peut-être avec certains d'entre eux, parce que vu l'imbrication entre les mouvements terroristes, les mouvements séparatistes, les mouvements identitaires, il est impossible, par exemple, de dire on négocie avec les Touaregs, mais on ne veut pas négocier avec les terroristes. Et donc, qu'est-ce que vous pensez de ce conseil d'International Crisis Group de négociation, y compris avec le pire, parce que la doctrine de la France, effectivement, c'est qu'on ne négocie pas avec les terroristes. Louis Gauthier. Alors, d'abord, je pense vraiment qu'il faut réinscrire notre présence dans un calendrier de sortie de crise. C'est-à-dire qu'il faut avoir
que ce soit au plan international, avec l'ONU, avec les États qui étaient membres partis de l'accord d'Alger, avec le pouvoir politique à Bamako, voilà, en posant un certain nombre de conditions. Et dans ces conditions, il peut y avoir aussi des conditionnalités sur l'aide, mais il faut bien comprendre que le développement économique ne peut pas se faire si la condition de la sécurité minimale n'est pas réalisée. Donc, à la fois, on a besoin d'assurer de la stabilisation, d'empêcher que se prolongent ou se perpétuent d'autres massacres ethniques tels qu'on les a connus, ce qui implique donc de désarmer des milices. Parce que c'est ce qu'on a de la même manière que la guerre au départ est en partie déclenchée par cet afflux massif d'armes venant de la Libye, de la même manière la distribution d'armes à un certain nombre de milices d'autodéfense a contribué à enflammer les conflits ethniques, donc à faire changer de dimension. Parce qu'avant, évidemment, il pouvait y avoir des rixes, il pouvait y avoir des échauffourées, mais c'était pas avec du matériel de guerre. Donc il y a dans dans l'aggravation, ce facteur est majeur. Donc il faut bien y trouver une réponse qui est évidemment d'obtenir le désarmement des milices, ce qui passe à la fois par une discussion politique et évidemment par des moyens pour que l'armée malienne, pour que les acteurs en présence parviennent à ce désarmement. Alors j'en viens à la question qui était posée sur la conclusion du rapport de l'International Crisis Group. La négociation. Voilà, la négociation. Ce que disait Yahya Ibrahim, qui a été à l'origine de ce rapport. En réalité, ce qui était intéressant, c'est qu'il disait il faut d'une certaine manière opérer une disjonction. Donc il faut en choisir un. Et donc, d'une certaine manière, il disait il faut aller dans des discussions avec Amadou Koufa, la Katiba Massina, c'est-à-dire voilà une Katiba qui se trouve au centre, qui joue de cette instrumentalisation des problématiques ethniques en s'appuyant sur certaines populations peules. C'est avec eux, notamment de manière privilégiée avec lui, qu'il faut ouvrir un dialogue politique pour essayer d'obtenir une amélioration de la situation, notamment au centre, éviter la pression qui s'effectue sur le Burkina Faso. Bon, est-ce que c'est à la France à décider de l'ouverture de ce dialogue ? Je pense que c'est d'abord aux autorités maliennes. Alors, on peut faire pression. Il y a en même temps, il faut savoir avec qui on parle. C'est-à-dire il faut pas, dans une négociation, commencer par conforter ou officialiser quelqu'un dont le comportement ne s'est pas d'abord normalisé. Donc, je pense qu'avant de rentrer je pense qu'il y a un dialogue nécessaire, une réconciliation nationale, mais il faut savoir quels sont les interlocuteurs, quel jeu ils jouent, et qu'ils s'inscrivent eux-mêmes dans une logique de désescalade, et d'abord en ayant fixé quel est le cadre du dialogue et de la négociation, ce qui est inacceptable. Non, c'est pas facile. Et c'est pour ça que, voilà, les solutions, je comprends bien, les solutions, il faudrait ouvrir, etc., regarder, les Américains ont bien partagé avec les talibans, sont bien entendus. Ça leur a pris 15 ans. Certains seigneurs de la guerre. Oui, très bien. Et puis ça leur a pris 15 ans et ça n'est pas encore fait. Oui, et c'est pas encore réglé. Mais de la même manière que je disais tout à l'heure, nous sommes venus là dans un contexte qui était quand même très particulier, qui était un contexte djihadiste, qui était un contexte de stabilité, avec d'ailleurs un écho possible, ce qui a fait qu'on a peut-être été insuffisamment conscient dans cette période qui va de 2013 à 2016, la fin des grandes vagues d'attentats sur la France. D'une certaine manière, il n'y avait pas de questionnement sur la justification de politique de nos interventions, qu'elles soient au Mali ou qu'elles soient en Syrie ou en Irak. Donc le questionnement et c'est à partir de ce moment-là d'ailleurs qu'on voit évoluer la nature de ce conflit et le caractère de conflit interethnique plus possible, c'est à peu près à partir de ce moment-là. Et là, on s'est dit, la chance, c'est les élections de 2018. Bon, ça n'a pas fonctionné. L'élection au Mali l'élection au Mali de 2018 qui devait être l'occasion. La situation sécuritaire était telle que de toutes les façons, cette élection ne pouvait pas purger les difficultés internes à ce pays, à parvenir à la réalisation d'une plateforme d'union nationale. Bon.
Donc voilà, donc à partir de là, on a recommencé. Et à partir du constat que la solution ne pouvait pas être militaire, c'est vrai qu'il y a eu une forte mobilisation française, européenne, à travers l'AFD, à travers Expertise France, à travers des lignes de programmes communautaires qui sont des montants importants que vous avez indiqués, pour dire... à la fois, il faut qu'on ait des programmes de sécurité qui viennent consolider l'efficacité du travail des forces maliennes, et puis il faut qu'aussi on ait un travail en matière de développement économique, en matière d'éducation, etc. D'où cet argent qui a été mobilisé. On voit bien aujourd'hui, retour à la case départ. S'il n'y a pas le minimum de sécurité, c'est vrai qu'il y a une grande difficulté à faire progresser ces programmes de coopération. Je voudrais poser une question qui peut paraître, ou qui est probablement d'ailleurs marginale, mais on a parlé tout à l'heure de l'enlisement, on a parlé de l'Afghanistan, on a parlé du rapport entre les populations et la France vécue possiblement comme un État qui se conduit de manière post-coloniale. Vous qui avez été secrétaire général de la Défense nationale, qu'est-ce que vous pouvez dire de ce que pensent les acteurs, c'est-à-dire les militaires qui sont d'une part ceux qui sont sur le terrain et quand ils en reviennent, et d'autre part, d'une manière générale, l'état-major par rapport aux différentes, d'une part, comment sentent-ils le rapport avec les populations et son évolution, et que pensent-ils de ce que doit être l'évolution de la présence militaire française? Je pense que les militaires, étant en première ligne, ils sont les premiers à percevoir et à comprendre la difficulté de la situation de ce pays et dans laquelle il se trouve. Il faut quand même d'abord rendre hommage à l'efficacité de leur travail sur place. J'évoquais les résultats de Serval qui ont quand même empêché que ce pays devienne un nouveau sanctuaire islamique. Islamiste. Il faut quand même commencer par là et dire que on a évité une bascule qui aurait quand même eu, imaginons un pouvoir islamiste à Bamako et imaginons sa capacité d'action et de déstabilisation des autres États. Donc, ça a été empêché. Ensuite, il y a un travail qui est quand même extrêmement efficace, permanent, qui est mené contre des katibas, contre des groupes rebelles. Les militaires français ne sont pas majoritaires dans les engagements militaires. Quand on regarde des effectifs, 3500 d'opération Barkhane, quelques forces spéciales en plus, mais c'est 15 000 de la MINUSMA aujourd'hui, c'est 30 000 de l'armée malienne. Donc on ne peut pas leur faire reposer sur eux. Certes, ils ont la technicité, certes, en plus, ils ont l'aguerrissement, mais on ne peut pas faire reposer sur eux l'ensemble de l'équation sécuritaire au Mali. Et c'est d'ailleurs ce que ne voulait pas la France. Elle a toujours voulu être accompagnée et d'une certaine manière, le plus vite possible, à partir d'une spécialisation des tâches, devenir plus, se retrouver plus dans une situation d'appui, notamment de la force de la MINUSMA. Alors, il y a le problème du mandat de la force de la MINUSMA, et qui fait qu'au fond, elle n'est pas en situation d'intervenir de manière, j'allais dire, aussi musclée, aussi protégée qu'il le faudrait pour que son effectif, qui est important, soit pleinement efficace. Il y a l'efficacité de l'armée malienne. Vous avez vu qu'à la suite, notamment, des attaques en pays d'Ogon et en pays Peul, à Sobané, à Ogo-Sagou, il y a eu des éliminations qui sont faites dans la hiérarchie militaire malienne, qui a du mal à montrer son efficacité. Il y a du côté du G5 quand même, ces forces du G5, une amélioration de leur capacité à agir. Donc voilà, les militaires français, ils voient ça, ils apportent une contribution qui est efficace dans le cadre de la mission qui leur est assignée, mais ils n'ont pas la totalité de la mission de la stabilisation de la charge de ce pays, il faut le reconnaître. Mais si vous enlevez cette force, qui est d'une certaine manière une force qui permet de se confronter aux éléments les plus durs, parce qu'elle a les moyens militaires, parce qu'elle a l'accompagnement notamment de la couverture aérienne, les drones, des avions, etc., qui permettent vraiment de défaire la menace paramilitaire la plus importante. Si vous l'enlevez, qu'est-ce qui reste ? Y compris la France est obligée d'assurer quelquefois le placeron des forces maliennes ou des forces de la MINUSMA. Donc
Alors, je reviens sur ce que disait Nicole tout à l'heure en disant, parce que je partage une partie de ce constat. Finalement, est-ce que l'interventionnisme occidental, pétri de bonnes intentions, aboutit à ce qu'il voulait, à faire triompher l'état de droit, protéger la démocratie, les droits de l'homme, etc. On en fera peut-être le bilan, mais dans en tout cas, les interventions françaises. Prenez le cas de la Côte d'Ivoire que vous citiez, vous aussi, monsieur l'ambassadeur, ou le cas du Kosovo, on peut dire que les opérations, dans certains cas, sont utiles parce qu'elles permettent de prendre le relais d'une solution politique. C'est ça qui est important. Donc, tant que vous patinez dans la solution politique, ça a été le cas évidemment en Afghanistan et c'est aujourd'hui le cas au Mali, il y a une difficulté à voir quel est l'aboutissement possible. Mais sur la Côte d'Ivoire, qui est quand même le cas d'une intervention française où la France est intervenue avec des mandats, des compléments d'action européenne, des compléments d'action internationale, où la France était quand même assez exposée par sa participation. Ça a marché. Pour la Côte d'Ivoire. Alors, comme nous sommes entrés dans le dernier tiers de cette émission, je propose que Béatrice puis Nicole ajoutent leurs interventions avant de repasser la parole à Louis Gauthier. Béatrice. D'accord. Moi, ce qui me préoccupe quand même, c'est la faiblesse de l'armée malienne. Parce que une grande partie des armes qu'ont les milices aujourd'hui, c'est pas seulement ce qui est arrivé par le sud de la Libye, c'est la débandade aussi de l'armée malienne qui fait que les casernes étant ouvertes à tout va, on a pu se servir très largement. Bon, donc, et on avait intégré des gens de l'Azawad dans une grande opération de réconciliation au moment où on s'affrontait aux Touaregs. Mais bien évidemment, peu de temps après, certains d'entre eux, de nouveau bien armés, ayant un certain nombre de renseignements fort utiles, ont rebasculé de l'autre côté. Donc, quand on dit il y a 30 000 hommes dans la force armée malienne, en fait, on n'a pas 30 000 hommes d'une armée efficace, structurée, régulièrement payée. Voilà. Même si la France fait d'énormes efforts pour la former. Et moi, ça me semble une des difficultés majeures, parce que on dit c'est au fond à eux d'assurer la sécurité sur leur territoire, mais ils sont franchement, pour le moment, dans l'incapacité de le faire. Or, sans sécurité, on n'arrivera pas à dégager quoi que ce soit. Alors, la question qui peut peut-être se poser, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de sécuriser, si vous voulez, comme des sortes de corridors entre les villes importantes, Bamako, Mopti, ou Gao, des choses de cet ordre, pour que au moins à certains endroits, on puisse commencer à vivre. Parce que pourquoi ces populations, Dogon, Peul, Baoulé ou autres, vont se réfugier dans des groupes, on va dire, avec des milices armées, pour des questions de survie, de leur propre sécurité. C'est pas tellement qu'elles choisissent un engagement religieux, c'est qu'elles vont choisir celui qui va leur permettre d'avoir un peu d'argent et puis de protéger leur famille. Donc, la question de sécurité, elle est d'évidence majeure dans cette affaire-là. Plus que l'affaire, à mon avis, religieuse ou autre, qu'on a peut-être eu tendance à surévaluer. Nicole Nisotto. Oui, une remarque et deux petites questions. La remarque sur les interventions françaises. Je suis largement d'accord, mais quand même, la France paye aujourd'hui une intervention qui a été une erreur maximale, qui était l'intervention en Libye, en 2011. Alors, c'est une intervention aérienne, pas terrestre, mais une des raisons de la dégradation de la situation au Mali, c'est quand même notre intervention en Libye. Ça, c'est ma remarque. Deux petites questions. Dans la recherche d'une stratégie de sortie politique, est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver, nous Français, en contradiction avec les pays du G5 Sahel, qui, pour de multiples raisons, dont le fait qu'ils sont largement financés quand même par l'Union européenne, ont une stratégie inverse. Ils ont demandé récemment au Conseil de sécurité des Nations Unies de monter une coalition internationale à l'équivalent de celle qui avait été montée en Irak. Autrement dit, eux, ce qu'ils cherchent, c'est une surmilitarisation du conflit, alors que nous, on voudrait plutôt une solution politique. Donc ça, c'est ma première question. Comment on va gérer cette contradiction ? Ma deuxième question, si on a le temps,
si vous avez le temps d'y répondre, c'est sur l'Union européenne. On a beaucoup critiqué les Européens, mais enfin quand même, l'Union européenne, elle paye. Elle a 3 opérations sur le terrain qui ne sont pas des opérations de combat, qui sont des opérations de formation de l'armée malienne. Alors peut-être qu'ils ne sont pas les mieux aguerris pour former une armée malienne, mais ça fait quand même 600 hommes, ça fait beaucoup d'argent. Mais si on veut arrêter de critiquer l'Europe, la question est, qu'est-ce qu'on attendrait des Européens ? Dans l'idéal, qu'est-ce qu'on attend de l'Union européenne ? François Bujon de l'Étang ? Moi, je ne blâme personne dans cette affaire, et je crois que Louis Gauthier a tout à fait raison de souligner que l'opération Serval était un succès, que nous avons rempli le premier but, qui était d'arrêter la poussée sur Bamako, que nous avons stabilisé. Tout ça n'est pas du tout en cause, et nos militaires font un travail magnifique. Mais enfin, j'observe que le général Lecointre, qui est le chef d'état-major des armées, déclare récemment qu'il va falloir 10 ou 15 ans pour stabiliser la situation au Mali, à la condition que nous puissions le faire, ce qui n'est pas sûr. Donc, quand j'entends le chef d'état-major dire ça, je m'inquiète. Et par ailleurs, alors c'est une première remarque. La seconde, c'est que le G5 Sahel, c'est très bien d'avoir monté le G5 Sahel. Il ne faut pas être seul dans une affaire, il faut organiser les forces locales. Très bien, nous avons bien fait de faire tout ça. Mais il est très disparate, lui aussi. Il y a là-dedans des États qui ont une vraie armée efficace, il y a les Tchadiens, il y a des gens comme ça. Mais il y en a un autre sur lequel je voulais vous interroger, qui est très intéressant, c'est la Mauritanie. Puisque de tous ces États sahéliens extrêmement fragiles, dans lesquels vous avez fait ressortir à propos du Mali, qui a une poussée nouvelle de l'islam qui vient en effet complexifier encore la situation locale, il y a un État qui a réussi à contenir le djihadisme, c'est la Mauritanie, qui n'est pas en but, oui, mais comparez-le aux autres, comparez-le au Mali, je veux dire, c'est pratiquement la success story dans le G5 Sahel. Qu'est-ce que les Mauritaniens ont fait que les autres n'ont pas fait ? Et quelles leçons peut-on retirer de leur expérience ? Louis Gauthier. Alors, les couloirs, ça semble une solution de bon sens. C'est ce qui a été tenté, notamment dans la remontée vers Kidal, etc. Sauf que c'est un territoire... c'est grand. C'est grand, il n'y a pas grand monde. d'1,2 million de kilomètres carrés. Il faut voir ce que c'est que les routes. Et d'ailleurs, pour empêcher justement cette liberté de circulation, quelle a été la stratégie des terroristes ? Ça a été de piéger, les engins improvisés, qui sautent et qui sont à l'origine d'ailleurs de décès, de Français ou de la MINUSMA. Donc si c'était si simple à faire sur un territoire aussi immense, évidemment qu'on aurait fait ces couloirs. Mais c'est vrai que ça fait partie, la sécurité des communications et des transports fait évidemment partie de la feuille de route sécuritaire et de la feuille de route permettant le rétablissement de l'État malien. Sur les questions de Nicole, sur la Libye, comme toujours, et c'est un peu ce que je disais sur le conflit malien, mais sur d'autres conflits, il y a un moment de mutation du conflit auquel on ne prête pas attention. Personne, et d'ailleurs le Conseil de sécurité unanime, pour la première fois d'ailleurs, la 1973 était un progrès même par rapport à tous ceux qui voulaient voir reconnu une espèce de droit à respecter les populations sur les bombardements qui avaient lieu à Benghazi. Donc en réalité, ça a été la mutation à l'intérieur de ce conflit qui a entraîné le changement de régime, puis la débandade, puis l'absence de réflexion sur la manière dont on allait faire face à un pays complètement explosé de l'intérieur, plus une gangrène importée ensuite vers la Libye venant d'autres sanctuaires islamistes continuant à déstabiliser ce pays. Donc oui, c'est vrai que nous avons participé à la Libye, avec un soutien international majeur dans une première opération, et qu'ensuite, pour des raisons sur lesquelles on pourrait reparler, il y a eu cette espèce d'aveuglement au fait que les conflits mutent. C'est toujours ce qu'on ne comprend pas, c'est que quand on intervient comme tiers dans un conflit, on croit toujours qu'on intervient comme un élément neutre. Donc on va apporter de la sécurité, et puis, à partir de là, quelque chose va se passer. Non, on transforme le conflit. On le transforme aussi politiquement. On est aussi, parce qu'on a des alliés, parce qu'on s'appuie sur telle milice, parce qu'on va s'appuyer. Et donc, on devient, à partir d'un certain moment, partie prenante. Et cet amalgame-là, généralement, on ne voit pas à partir de quand
cet amalgame se fait. Et c'est ce qui avait, d'une certaine manière, incité François Hollande à dire on arrête Serval de manière officielle pour basculer sur Barkhane et finalement une autre vision des interventions françaises et de la communauté internationale pour stabiliser le Mali. Donc ça, c'est très difficile de voir ce moment, mais c'est la grande leçon que doivent retenir les Occidentaux. Soit ils font des opérations courtes, ils partent, et puis ils considèrent qu'ils ont amené le minimum de sécurité qui permet ensuite à la vie politique de reprendre ses droits, et puis on laisse. Soit, dès lors qu'on est comme un élément de présence qui va permettre une amélioration de la condition sécuritaire qui ne peut pas être réalisée comme ça d'un coup de baguette magique, il faut avoir conscience de l'instrumentalisation qui va être faite de votre présence et que d'une certaine manière, elle fait changer votre rôle. Vous n'êtes plus un arbitre, vous n'êtes plus un acteur neutre, vous êtes partie prenante au conflit. Et donc, c'est pour ça que je pense que par rapport à ce qui était dit et ce que souhaite la France aussi, l'implication des Européens, l'implication de la communauté internationale, et je n'opposerai pas, au fond, la demande du G5 d'être davantage protégé par la communauté internationale d'un point de vue sécuritaire. Si après tout, on arrive à bâtir une coalition internationale plus forte qui assure plus de sécurité, personne ne s'en plaindra. Ce qu'il y a, c'est que dans ces pays, on a vu que souvent la France, on l'a vu en RCA ou on l'a vu dans d'autres endroits, si la France n'est pas là, même le déploiement de cette force internationale ou de cette coalition, qui prendra la tête de cette coalition internationale? Les questions se reposent de la même manière. Qui apporte les soutiens logistiques? Qui apporte ces forces plastron de sécurité? Qui apporte à la Croix-Rouge internationale ou aux ONG une protection qui leur permet d'aider les populations? Donc à un moment, le réalisme impose que quand on envisage de grandes solutions comme celle-là, il y a forcément à un moment quelqu'un qui se trouve en situation de responsabilité. Et c'est ce que je disais, on ne peut pas incriminer la France parce que, je dirais, et s'étant engagé dans ce conflit pour faire stopper le risque de déflagration complète. Mais est-ce qu'on ne l'a pas surestimé, ça? Est-ce que moi, c'est la question que je me pose. Est-ce que c'est pas dans une surestimation d'une descente rapide et massive et d'un pouvoir islamiste? On peut dire ça. On fera pas l'histoire. Et ce sera fait. Mais les désordres qui existent aujourd'hui montrent que de toutes les façons, non. C'est-à-dire que si on avait laissé faire, évidemment, c'est de la même pour maintenir. Aucune de ces katibas ou de ces mouvements ne sont davantage capables qu'un pouvoir constitué de gérer le Mali. Donc en réalité, ils l'auraient géré dans la division, en imposant ici la charia, en terrorisant, etc. Ils n'auraient pu régner que par la division ethnique et par la terreur, et avec des risques de contamination plus forts. Donc voilà, on peut toujours... ce sont des situations extrêmement complexes, et donc il n'y a pas ni de solution aisée, ni de jugement définitif sur la manière d'agir. Je pense simplement que, et c'était je réponds à ce qui était dit sur les propos du général Lecointre, c'est pas pareil de traiter de la question sur une intervention au bout de 2 ans ou 3 ans, on peut se dire on part, au bout de 6 ans, 7 ans, et c'est vrai que je pense qu'on est aujourd'hui dans une interrogation logique sur la manière dont la présence française, la présence internationale, le rôle de l'Union européenne doit être conçu. Quant aux Européens, je pense que les Européens, d'une certaine manière, c'est vrai qu'ils apportent de l'aide économique, c'est vrai qu'ils apportent ici ou là un peu de coopération militaire, y compris aux Français, en prêtant 2 hélicoptères, ici 2 Chinook, 3 NH-90. Mais je dirais que c'est au plan politique, c'est l'expression de la solidarité, mais c'est quand même un soutien distancié. C'est-à-dire, ils considèrent d'abord que, d'accord, il y a la médiation de l'argent, il y a la médiation des grands programmes internationaux de coopération, mais on ne peut pas dire qu'il y a une implication forte, mais d'abord parce que qu'est-ce que ce serait qu'une diplomatie européenne? Quel est le poids de l'Europe dans cette zone? Et de manière plus problématique encore ailleurs, dès lors qu'on se rapproche de nous, pour peser vraiment sur la gestion d'un conflit. C'est ça que les Européens doivent d'abord se poser comme question. Est-ce que les Européens sont aujourd'hui, et je reboucle là sur le rapport, dans la situation de gérer soit une crise majeure sur leur sol, cyber, terroristes, afflux de réfugiés? Non. Est-ce qu'ils sont capables aujourd'hui de participer à de la stabilisation de conflits périphériques qui ont des conséquences en termes de désordre sur leur territoire? Non.
Et donc ça doit poser problème quand même aux Européens de se dire, un désordre en Méditerranée, de la piraterie, regardez ce qui se passe aujourd'hui dans le golfe d'Aden, etc. Qu'est-ce que les Européens sont en capacité ? Alors, d'une certaine manière, c'est confortable de dire que la France, quelque part, peut agir dans un certain nombre de zones, mais l'idée qu'on s'abonne à la France nation cadre est une fausse idée, parce que la France ne peut pas intervenir partout, c'est pas son mandat, elle n'est pas une nation mercenaire, et elle ne peut intervenir que je dirais, dans des cadres internationaux, sur des logiques qui sont conformes à ses intérêts. Et on s'est engagé au Mali, je le rappelle, dans le cadre d'une lutte qui était la lutte contre le djihadisme. Nicole Nisetto. Une toute petite question sur l'attitude des États, de la politique américaine vis-à-vis de ce conflit. Je sais qu'ils ont à peu près 800 militaires au Niger. Mais quelle est l'analyse ? Est-ce qu'il y a des échanges fréquents ? Est-ce qu'ils s'en désintéressent ? Est-ce qu'ils regardent sans... Juste une question vraiment d'information. Alors, d'abord, c'est bien de poser la question par rapport aux États-Unis, mais je pense qu'il y a d'autres pays qui s'intéressent à l'Afrique aujourd'hui. Les Chinois, mais même du côté européen, l'Inde, du côté européen, les Allemands, d'autres pays se disent que, ils voient bien que c'est un continent qui va être pour les Européens le continent important du XXIe siècle à cause de sa proximité avec nous. Et donc, il y a une nécessité de s'impliquer. Pour les Américains, je pense qu'ils sont en situation de veille. Forces spéciales, moyens, etc. C'est pas pour eux une zone stratégique prioritaire. Donc, ce qui renvoie encore la question aux Européens. Est-ce que l'Afrique, pour eux, étant donné les liaisons, étant donné les phénomènes migratoires, étant donné comment l'Afrique rentre dans le scope européen, pas simplement sur les aspects qu'on vient d'évoquer de sécuritaires, mais plus globalement. Comment, d'une certaine manière, l'Europe envisage l'Afrique. Et c'est vrai que vous avez peu de pays qui avaient une politique africaine. La France en avait une, les Portugais en avaient une, les Anglais en avaient une. Mais ce qui est très étonnant, c'est de voir le très grand silence britannique dans toutes ces affaires. Rappelez-vous comment on les a sollicités à certains moments en disant écoutez, ce serait peut-être bien si Boko Haram, ça nous aiderait sur le Nigeria, ça nous enlèverait des pressions. Rien du tout. Donc voilà, cette interrogation sur les Européens, est-ce que sur ces défis qui vont les concerner forcément de plus en plus, est-ce qu'ils ont au moins un regard et la constitution d'une politique qui décline les problèmes de sécurité jusqu'aux problèmes de développement ? Je vous remercie. Je voudrais signaler que Hérodote, la revue de géographie et de géopolitique dont Béatrice Gibelin est l'esprit saint, vient de publier, c'est son numéro du premier trimestre 2019, vient de publier un numéro intitulé « Géopolitique du Sahel et du Sahara », ce qui est en plein dans notre sujet. Je voudrais rappeler aussi que cette émission est donc soutenue moralement et matériellement par la compagnie d'assurance MMA, qui en assure la réputation auprès de ses agents et auprès de ses assurés. Je rappelle qu'elle a été préparée, cette émission, avec Charlotte Montier, que Nicolas Tourneau assure la gestion et la vitalité du site, que Benoît Carré assure la retranscription de nos conversations et qu'Adrien Beccaria en a fait l'enregistrement pour le studio de l'Arrière-Boutique, le tout étant produit par Julien Neuville et Nouvelles Écoutes. J'espère vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle émission thématique et je remercie Louis Gauthier d'avoir participé à celle-ci.